Vous pensez sans doute que les humains ont commencé à parler parce qu'ils sont devenus plus intelligents. Mais les études montrent que c'est l'inverse qui s'est produit. La parole n'est pas née de l'intelligence. Elle vient de quelque chose de bien plus fragile qu'un gros cerveau ingénieux. Imaginez deux humains préhistoriques assis tranquillement près d'un feu. Pas de dictionnaire, pas d'école, pas de mots, seulement des grognements. Juste des regards et le crépitement du bois qui brûle. Puis l'un d'eux ouvrit la bouche et parla. Ils ont émis un son qui voulait dire quelque chose de précis. Un son que l'autre a vraiment compris à cet instant. Ce simple instant, il y a des milliers d'années, a discrètement tout changé à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains aujourd'hui. Alors, comment le silence se transforme-t-il en parole ? Ralentissons un peu, car il nous faut définir nos termes. Le langage n'est pas la même chose que le bruit. Un chien aboie, un corbeau croasse, un singe pousse des cris stridents. Ce sont des signaux. Ils ne signifient qu'une seule chose à un instant précis. Le langage, lui, s'avère être tout autre chose. Le langage vous permet de parler d'un léopard qui n'est pas là, un léopard d'hier ou de demain, un léopard que ton cousin a vu à 2 vallées d'ici. Ce passage, du signal au symbole, reste encore inexpliqué. La période est immense. Quelque part entre 2 millions et 100 000 ans avant notre ère, nos ancêtres ont franchi le pas. Ils ont franchi une frontière qu'aucun autre animal n'a jamais franchie. Mais voici ce qui frustre les scientifiques. Les mots ne se fossilisent pas. Aucun os ne murmure, aucune tablette de pierre n'explique comment la parole est née. Tout ce que nous avons, ce sont des indices indirects. La forme des crânes, des outils, des parois de grotte, un petit os dans la gorge. Et un gène ou deux qui semble compter bien plus qu'il ne le devrait vraiment. Notre énigme persistante. Le premier indice se cache à l'intérieur de leur crâne. On pourrait croire qu'un cerveau plus gros signifie automatiquement la parole. Ce n'est pas le cas. Les Néandertaliens avaient un cerveau aussi grand que le nôtre, parfois plus grand. Ils ont vécu aux côtés de nos ancêtres pendant des milliers d'années. Ils utilisaient le feu, ils enterraient leurs morts, ils avaient même le même os hyoïde qui aide à façonner les sons. Sur le papier, ils avaient tous les outils nécessaires pour se parler. Pourtant, ce qui sortait de leur bouche ne suffisait pas. Ensuite, regardez les chimpanzés. Ils partagent environ 98% de notre ADN. 98%. Ils utilisent des outils, ils se reconnaissent dans les miroirs, ils planifient, ils trompent, ils font leur deuil. Il s'avère qu'ils font presque tout. Mais en 100 ans d'études, jamais un chimpanzé sauvage n'a posé la moindre question à un autre chimpanzé. Ils apprennent des centaines de signes en laboratoire. Mais ils n'inventent jamais de langage. Ils ne cancanent jamais sur des bananes volées. L'anatomie seule ne peut donc pas l'expliquer. Un gros cerveau n'a pas suffi. La bonne gorge non plus. La proximité génétique n'a pas suffi. Quelque chose de social devait s'enclencher. Une nouvelle façon dont nous avons commencé à avoir besoin les uns des autres. Ce déclic a peut-être commencé autour d'un feu de camp. Imaginez que vous êtes un humain ancien dont la tribu chasse une créature énorme. Un mammouth, un paresseux géant, une créature capable de vous écraser d'un seul coup si vous ratez l'angle. Vous ne pouvez pas faire ça seul. Pas à 3. Il vous faut 10, 15 personnes qui bougent en parfaite synchronisation. Certains rabattent l'animal, d'autres le prennent de flanc, d'autres attendent avec leur lance contre le rocher exact. Un simple geste ne suffit pas. Tu dois dire à voix basse, « Toi tu vas à gauche, moi je vais à droite, et quand ils se retournent, on frappe ensemble. » Grogner ne suffira pas. Il te faut un plan. Et un plan, il s'avère, a besoin de mots pour devenir réalité. Les scientifiques ont découvert que l'attention partagée, la capacité de 2 cerveaux à se concentrer sur une même idée, est le fondement du langage. Pas le son, pas la grammaire, l'attention. 2 humains anciens regardant la même chose, sachant que l'autre le pense aussi. C'est là que naissent les proto-mots. Un son pour « ce gros truc là-bas », un son pour « attends » et « maintenant ». La sélection naturelle a fait le reste. Les tribus qui coordonnaient mangeaient plus de viande. Ces tribus avaient plus d'enfants qui survivaient aux hivers. Ils ont survécu aux sécheresses et aux prédateurs qui dévoraient tout entier leurs voisins silencieux. Génération après génération, les coopérateurs bruyants ont survécu aux discrets. Ce n'est pas le singe le plus fort qui a gagné, ni le plus intelligent. C'est celui qui a dit « Suis-moi ».
Mais la coopération seule ne construit pas la grammaire. La coordination permet de donner des ordres. Elle ne permet pas la poésie, ni le mot « hier ». Autre chose a dû transformer ces sons simples en la mécanique étrange du langage humain. Et c'est là que ça devient troublant. L'anthropologue britannique Robin Dunbar a remarqué quelque chose que la plupart des gens auraient ignoré. Il a étudié attentivement les singes et les grands singes. Ils passent une grande partie de la journée à se toiletter les uns les autres, à retirer les insectes de leur pelage, à se gratter le dos mutuellement. On dirait de l'hygiène, mais c'est en réalité de la politique. Le toilettage, c'est ainsi qu'il tisse des alliances entre les singes. Il dit « Je suis là pour toi, tu es là pour moi, nous sommes ensemble ». C'est le ciment social de la vie des primates. Mais le toilettage a ses limites. Vous ne pouvez toiletter qu'un seul animal à la fois, un geste lent. Dès qu'un groupe dépasse environ 150 membres, les heures de la journée ne suffisent plus. Dunbar a remarqué que les tribus humaines, juste au moment où le langage a vraiment pris son essor, dépassaient ce nombre magique. Alors la théorie est la suivante. Le langage a remplacé le toilettage. Il est devenu notre raccourci pour créer des liens à grande échelle. Au lieu de chercher des poux dans les cheveux d'une seule personne, tu t'assois près du feu et tu discutes avec 5. Vous pourriez tisser des liens avec tout un groupe en utilisant seulement votre voix. Et de quoi parlaient nos ancêtres? Probablement la même chose que ce dont nous parlons aujourd'hui. Les uns des autres. Qui a couché avec qui? Qui a triché à la chasse? Qui doit une faveur à qui? À qui on ne peut pas se fier? Des ragots, en d'autres termes, d'anciens ragots humains, essentiels. Les commérages ont mauvaise réputation, mais c'est peut-être la chose la plus importante que notre espèce ait jamais inventée. Parce que pour faire des ragots, il faut parler de gens qui ne sont pas dans la pièce, des gens que l'on imagine. Vous gardez leur image en tête, décrivez leurs actions, jugez leurs motivations. C'est cela même, l'abstraction. C'est le cerveau symbolique qui s'éveille. La rumeur nous a discrètement entraînés à penser à des choses invisibles, imperceptibles. Et les commérages ont mené quelque part de bien plus étrange. Dès qu'on peut parler de quelqu'un qui n'est pas là, tout change. Tu peux parler d'un animal que tu n'as pas encore vu. Tu peux parler d'un esprit dans les arbres, un dieu dans le ciel, un proche décédé l'hiver dernier. Nommer les choses est devenu nommer l'invisible. Il y a environ 40 à 70 000 ans, l'art rupestre explose soudainement dans les grottes du monde entier. Des empreintes de mains sur la pierre, des bisons, des chevaux, d'étranges figures mi-humaines à tête d'animal qui vous fixent depuis l'obscurité ancienne. Ce n'est pas une coïncidence. Peindre un bison sur un mur, c'est essentiellement prononcer un mot à voix haute. C'est un symbole. Il représente la chose réelle. L'art rupestre exige les mécanismes mentaux du langage, et on ne peut pas vraiment avoir un langage complet sans d'abord faire ce saut vers les symboles et le sens partagé. À peu près à la même époque, les scientifiques se sont vivement intéressés à un gène appelé FOXP2, enfoui dans notre ADN. Il est présent chez presque tous les animaux, mais la version humaine possède 2 minuscules mutations qui la rendent différente. Les personnes nées avec un gène FOXP2 défectueux ont d'énormes difficultés à parler, à maîtriser la grammaire, à assembler les mots. Les chercheurs ont retracé sa chronologie et estimé que notre version s'est répandue au cours des dernières centaines de milliers d'années. Ce n'est pas le gène du langage. Il n'existe vraiment pas de gène unique du langage. Mais c'est une petite pièce du puzzle. Une petite modification dans le code qui a fait travailler notre bouche et notre cerveau ensemble d'une manière nouvelle. Et voici quelque chose qui va vraiment te retourner le cerveau à propos de tout ça. Chaque enfant humain vivant aujourd'hui reproduit ce bond. À l'âge de 3 ans, un tout petit passe des grognements aux phrases. Il commence à demander pourquoi. Il commence à inventer des histoires. Il commence à mentir, ce qui est, honnêtement, une prouesse philosophique. Personne ne leur enseigne la grammaire. Cela se déploie naturellement, tout simplement parce que leur cerveau y est discrètement câblé dès la naissance.
Chaque enfant est une petite expérience. Redevenir humain, entièrement, à partir de zéro, à chaque fois. Imaginez que vous êtes la toute première personne à prononcer le mot « demain » à voix haute devant un autre être humain. Tu pointes vers le soleil. Tu montres l'endroit où il sera à l'aube demain. Vous essayez d'expliquer une chose qui n'existe pas encore à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du concept. Et pourtant, ils comprennent. Ce simple mot a peut-être, en silence, inventé l'idée même du temps. Parce qu'avant d'avoir un mot pour demain, demain n'est qu'un brouillard. On ne peut pas le planifier. Vous ne pouvez pas le craindre. Vous ne pouvez rien promettre à son sujet. Le langage ne s'est pas contenté de décrire le monde. Il a sculpté la réalité. Il a découpé le monde en morceaux que nos cerveaux pouvaient réellement saisir. Et dès qu'on peut saisir des morceaux, quelque chose se produit. Quelque chose de plus discret et honnêtement un peu terrifiant. Les mots ont donné aux humains une voix intérieure. Restez immobiles et écoutez maintenant. Écoute ta propre tête. Il y a quelqu'un là-dedans qui te parle, qui raconte, qui juge, qui répète la réunion de demain. Revivre ce truc gênant que t'as dit en 4e. Cette voix, c'est pas toi. C'est une version bien précise de toi. La conscience de soi. Cette sensation d'être une personne qui s'observe en train d'être une personne semble avoir besoin d'un narrateur intérieur. Et ce narrateur a besoin de langage. Le langage a reconfiguré notre mémoire. Nous avons commencé à encoder nos vies comme des histoires porteuses de véritables leçons. Le langage a reconfiguré notre façon de planifier. Nous pouvions répéter une chasse dans notre tête avant même de quitter la grotte à l'aube. Le langage a reconfiguré notre perception du futur et du passé, car l'un comme l'autre ont besoin de mots simplement pour exister. Nous sommes devenus l'animal qui se parle à lui-même quand personne d'autre n'écoute. Et la planète n'avait aucune chance. Il s'avère que notre statut de super-prédateur dominant chaque continent et écosystème n'est pas apparu avant la parole, mais après. D'abord, nous avons appris à nous coordonner, puis à planifier, puis à enseigner à nos enfants ce que nos grands-parents savaient déjà, avec des mots qui transportaient le savoir à travers les générations sans rien perdre. Un chasseur seul, isolé, n'est vraiment rien, mais une tribu unie par une langue commune est une âme qui traverse les siècles, résonnant à travers toutes les générations futures. Les mammouths ont disparu, les paresseux géants ont disparu, les ours des cavernes, les tigres à dents de sabre, des espèces entières d'humains, tous disparus. Et le petit singe tout doux à la grande gueule a continué. Mais il y a un prix dont personne ne les a prévenus. Le même câblage qui te permet de planifier une chasse te permet aussi de t'inquiéter d'une chasse qui n'aura jamais lieu. La même voix intérieure qui aidait ton ancêtre à répéter un lancer de lance te tient éveillé à rejouer un simple message. La rumination mentale n'est pas une maladie moderne. C'est un bug ancestral dans un logiciel conçu pour la survie, pas pour la sérénité. Le silence paraît étrange à la plupart des gens. On le remplit de musique, de podcasts ou de nos propres murmures. Au fond, le silence a précédé la parole, et nos ancêtres ont mis longtemps à apprendre à s'en échapper. Quand tu ne supportes plus d'être seul avec tes pensées, c'est ton feu intérieur qui murmure. Une tribu sans voix s'éteint. Chaque dispute que vous avez jamais eue fait écho, d'une manière discrète, à une vieille négociation autour d'un feu. Autour de ce feu, qui reçoit la viande? Qui a fait le travail? Quel plan est le meilleur? Quelle histoire sera retenue? Nous l'habillons de vêtements modernes, mais la forme est ancienne. Vous êtes littéralement un singe qui parle. Un très bon singe. Un singe très anxieux. Mais un singe. Une question à laquelle personne n'a encore répondu. Quel a été le tout premier mot? Pas le premier son. Les sons, ça ne coûte rien. Tous les animaux émettent des sons. Quel a été le tout premier son porteur d'un sens précis, compris par deux êtres humains et répété intentionnellement? Personne ne le sait. Personne ne le saura jamais. Mais les linguistes ont émis des hypothèses éclairées, plus intéressantes qu'on ne pourrait le croire. Ce n'était probablement pas une salutation. Les salutations sont un luxe. C'était sans doute un avertissement. Quelque chose de bref, de tranchant, d'urgent. Un son pour le danger,
un son pour fuir, un son pour s'arrêter. Le genre de cri qui jaillit quand un serpent surgit. Ton ami le comprend même s'il ne l'a jamais entendu auparavant. Le langage a probablement commencé par la peur. Mais certains linguistes reconstituent des racines qui remontent bien plus loin que la plupart des langues, des sons qui ont survécu à travers de nombreux millénaires. Des sons qui ressemblent à « maman » apparaissent presque partout sur Terre sous une forme ou une autre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le son le plus facile que la bouche d'un bébé puisse produire, alors chaque culture a bâti autour de lui un mot pour désigner la mère. L'aqua et ses nombreux cousins désignant l'eau résonnent à travers des familles de langues qui se sont séparées il y a des dizaines de milliers d'années. Le tout premier mot est perdu à jamais. Il fut prononcé par quelqu'un qui n'a laissé aucun ossement que nous puissions retrouver, dans un lieu que nous ne reconnaissons plus, à quelqu'un dont le nom n'est que poussière depuis 100 000 ans. Mais chaque langue parlée sur Terre aujourd'hui, de l'anglais au mandarin jusqu'à une langue à clic du kalahari, est un écho lointain de ce son. Chaque bonjour, chaque parole de chanson, chaque message de colère en est le cousin. Ce qui rend la question suivante inévitable. Si la parole a fait de nous ce que nous sommes, que fera de nous le prochain bond en avant ? Nous parlons déjà à des machines qui nous répondent. Nous confions déjà notre mémoire à des écrans lumineux. Quelque part en ce moment, une partie ancienne de ton cerveau, celle-là même qui autrefois murmurait « Attends, écoute, là-bas », essaie de suivre le rythme d'un monde pour lequel il n'a pas évolué. Voilà l'étrange héritage que nous portons. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonne-toi. Je fais d'autres vidéos sur les aspects les plus étranges des origines humaines. Le genre de choses qui te fait regarder tes propres mains autrement. Et maintenant, un autre mystère silencieux. Pourquoi nos ancêtres ont-ils commencé à enterrer leurs morts ? Que représentait vraiment cette première tombe à leurs yeux ? C'est plus étrange qu'il n'y paraît. Et je pense que vous allez adorer où cela nous mène.